Yes. Je me sens star, là. Et c'est vous les stars aujourd'hui. Donc, je voulais d'abord, évidemment, vous dire tout le plaisir que j'ai à vous retrouver dans ce lieu magnifique. Comme vous l'avez compris, l'expérience de l'année dernière nous a demandé des réflexions pour innover et être confortablement installés pour ce rituel de la rentrée. Donc plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez pu prendre un repos bien mérité. Et donc dans ce cadre plus convivial, je vois cette réunion de rentrée comme un moment de partage, réellement. Et la forme, pour cela, est tout aussi essentielle que les contenus qui, j'espère, seront aussi, bien sûr, et j'en suis sûre, au rendez-vous cette année. Alors, repos bien mérité, ça ramène à l'année passée, et je commencerai par vous remercier, mais vraiment très sincèrement, en mon nom, mais aussi au nom du ministre, qui nous a demandé de vous transmettre, que vous avez vu pour certains hier, pour d'autres il y a 2 jours en visio, pour d'autres pas encore. En tout cas, nous sommes à tous les niveaux de notre ministère, le ministre en premier, tout à fait conscient de votre engagement, professionnalisme, et c'est bien grâce à vous tous, à vous toutes, et j'inclus évidemment tous les cadres, y compris ceux qui travaillent de manière plus souterraine aux yeux du grand public, c'est-à-dire les cadres administratifs. Donc c'est bien grâce à vous tous et toutes que nous avons pu et que nous allons continuer à avancer collectivement. Vous êtes donc des acteurs essentiels. Et c'est vous qui portez au plus près du terrain ou à des niveaux intermédiaires les politiques éducatives, qui gèrent aussi localement les crises et les mécontentements. À ce titre, j'ai une pensée très sincère pour les proches et les amis de Stéphane Vittel, qui était comme vous un cadre particulièrement engagé et apprécié. C'est l'ensemble de la communauté éducative qui a été touchée par ce drame. Alors cette année, je ne vais pas passer en revue, et ils m'en excuseront, la liste de mes nouveaux collaborateurs. On vous a transmis leurs noms par mail. Pour autant, je souhaite leur souhaiter la bienvenue, bien sûr, réussir dans leur nouvelle mission. Et je souhaite également, bien sûr, la bienvenue à tous les nouveaux cadres arrivés dans notre belle académie à cette rentrée, et adresser en particulier mes félicitations aux nouveaux lauréats des concours que je rencontrerai je crois, je regarde, le 13 septembre ou quelque chose comme ça. Bon, alors vous savez, pour moi, le séminaire de rentrée des cadres, c'est pas tout à fait comme dans les autres académies. Peut-être ceux qui viennent d'ailleurs vont être surpris, ou dans certaines autres académies. Il ne s'agit pas pour moi de défiler un diaporama avec tous les chiffres des résultats, de l'orientation, des examens et toutes ces sortes de choses qui sont importants et que vous avez reçus dans le dossier qui vous a été adressé, mais j'estime que vous savez lire et analyser cela de votre côté. Ce n'est pas non plus vraiment un temps où je vous présente in extenso la feuille de route de rentrée, parce que vous avez eu la circulaire, vous avez eu le dossier de la conférence de presse du ministre, des ministres. Vous avez écouté d'ailleurs en direct, je l'ai dit, notre ministre.
qui s'inscrit, vous le savez, dans la continuité de ce qu'on met en œuvre depuis 6 ans. Je vois ce séminaire plutôt comme un temps où nous réfléchissons collectivement à la manière dont nous mettons en œuvre, ici, dans notre académie, sur notre territoire, ces priorités nationales, ces politiques éducatives, comment on le fait ensemble. Mais c'est aussi un temps de formation et de prise de hauteur. On avait abordé il y a 2 ans, je crois, les pratiques évaluatives, ça avait été le cœur du séminaire. L'an dernier, c'était plutôt autour de orientation et lien avec l'évaluation des élèves. Et cette année, nous avons choisi d'axer ce temps de prise de hauteur autour du cœur de notre mission, la pédagogie. Et évidemment, on parlera des pratiques efficaces et équitables pour mener à bien ce choc des savoirs que le ministre souhaite voir concrètement se réaliser. Donc tout ce que je viens de dire, c'est pas nouveau, c'est ce qu'on fait tous les ans, hein, de prendre de la hauteur et de pas être exhaustif dans le séminaire. Mais cette année, j'ai décidé d'aller encore plus loin. Je sais que souvent on me qualifie de rectrice atypique. Et donc, ce premier temps du séminaire, comme vous le voyez, change de forme. Vous n'allez pas m'écouter pendant 3/4 d'heure, je vous rassure. Alors d'aucuns diront que c'est parce que j'ai eu trop chaud l'année dernière, mais non, c'est pas que ça. Voilà, j'ai souhaité vous accueillir avec les directeurs académiques, mes adjoints. Et comme ça, on vous donne, on l'avait déjà fait lors du séminaire réseau, hein, on vous donne à voir, me semble-t-il, la gouvernance partagée que j'ai voulu installer au niveau du comité de direction avec la secrétaire générale qui interviendra, elle, en début d'après-midi. Et donc, voilà, on travaille vraiment, l'académie, c'est un réseau de départements, et on pilote cela ensemble. Donc, donner à voir tout cela, parce que c'est bien tout le CODIR qui porte la politique académique et qui s'adresse à vous. Cette approche collective que je vous demande de mettre en œuvre dans les territoires, on se l'impose avec plaisir, n'est-ce pas, également. Alors l'an dernier, après le discours inspirant du président de la République à la Sorbonne, je vous avais parlé évidemment d'un changement radical de méthode, d'une révolution copernicienne, pour reprendre les mots du président de la République, avec la mise en place du CNR et de notre école Faisons-la ensemble. Alors je suis très fière de ce qui a été fait dans l'académie à ce sujet, on y reviendra aussi en début d'après-midi. On a plus de 100 projets, enfin les chiffres seront plus précis cet après-midi, mais on a validé plus de 100 projets et en tout cas pu distribuer plus de 2 millions d'euros par rapport à des projets. Moi je les ai tous vus, hein, je préside personnellement la commission d'affectation du fonds d'innovation pédagogique et je suis vraiment impressionnée et je mesure avec cela, mais avec beaucoup de choses que je vois sur le terrain depuis plus de 3 ans que j'ai la chance d'être à la tête de cette académie, les beaux atouts de notre académie, son engagement, sa capacité à innover, la vôtre en fait, hein, alimentée par de forts liens avec la recherche. Et évidemment, et ça va être très important pour la réforme de la voie professionnelle,
une économie et des entreprises particulièrement dynamiques, et une université aussi, bien sûr. Alors on le sait, notre académie, on peut être fier, obtient des résultats à tous les niveaux, bien meilleurs que la moyenne nationale. Est-ce à dire qu'on n'a rien à faire? Je ne crois pas, donc on en reparlera. Pourtant, malgré toutes ces belles réussites, nous avons entendu, bien entendu, la fatigue. La fatigue, certains parlent d'exaspération, je n'irai pas jusque-là. La fatigue accumulée des équipes. Le manque de temps surtout. Le manque de temps au quotidien, mais le manque de temps aussi pour se projeter. Et du coup, la perte de sens. La perte de sens, alors même que nous sommes tous convaincus qu'on fait le plus beau métier du monde et que l'école tient une place essentielle dans notre République et donc dans nos missions. Et malgré tout ça, malgré qu'on ait la mission finalement la plus riche de sens, il y a une perte de sens. Après les années Covid, cette année, c'est vrai, a été particulièrement difficile, avec des gestions de crise qui se sont succédées. Alors évidemment, une forte crise sociale avec les conséquences de la réforme des retraites, la fin d'année avec les émeutes urbaines qui ont touché parfois brutalement certains d'entre vous, mais aussi, et de manière plus interne, des transformations dans notre école annoncées, c'est vrai, mais c'est lié à cette crise sociale qui a décalé tous les calendriers de travail. Dans un calendrier très contraint, je sais que vous avez eu l'impression d'avoir fait 3 préparations de rentrée sur le terrain, mais aussi dans les services. Il y a eu la nouvelle 6e, il y a eu les premiers pas de la mise en œuvre du PAC, il y a aussi la réforme de la voie pro. Autant de mobilisations autant de transformations qui ont déjà mobilisé chacun des corps d'encadrement sans distinction aucune. Donc redonner du sens à notre action, c'est toujours et encore indispensable, en particulier dans une société en pleine mutation, qui se questionne, s'inquiète pour l'avenir. Donner du sens, c'est le cœur de l'action de l'enseignant dans sa classe, dans sa mission éducative auprès des élèves, autant que c'est le cœur de votre action en tant que cadre pour que justement les équipes puissent trouver une légitimité parfois remise en question. Et évidemment, donner du sens, c'est au cœur de notre mission qui vous guidons et vous accompagnons. Si on écoute les Cassandres, l'école va mal, très mal, et est responsable de tous les maux. Pourtant, depuis plusieurs années, et on en voit les résultats, nous travaillons, vous travaillez, au contraire, à faire en sorte qu'elle remplisse à nouveau au mieux les missions essentielles qui sont les siennes. Néanmoins, il reste du chemin à parcourir, et notamment, le ministre l'a rappelé, un élève sur 3 arrive en 6e sans maîtriser les fondamentaux, malgré tous nos efforts. Les inégalités sociales se reproduisent au lieu de s'estomper. Donc transformer l'école, faire évoluer les pratiques, c'est nous inscrire dans un temps long. Et c'est grâce à la force du collectif que nous pourrions y arriver. Donc je ne change pas mon discours, c'est toujours le même. Je souhaite que nous transformions ensemble cette école dans une dynamique collective et intercatégorielle. Ça, c'est un peu mon dada, mais vraiment j'y crois et on le fait. Bon, nous déclinerons nos échanges
Nous déclinerons bien sûr dans nos échanges les priorités quand même de cette rentrée, à 6 voix donc, et en 3 temps. Le premier concerne le cadre de l'école. Dans quel cadre les élèves et les personnels, les élèves apprennent et les personnels enseignent, travaillent. Donc ce cadre, c'est évidemment le préalable nécessaire aux apprentissages. Une école des droits et des devoirs, protectrice et émancipatrice. Je mets les guillemets, vous savez d'où ces mots viennent, et qui s'assure du bien-être des élèves et des personnels. Le deuxième temps abordera le cœur de notre mission, la priorité aux fondamentaux, tout au long du parcours, premier degré bien sûr, mais jusqu'au lycée. Ce sera cette année le sujet, je l'ai dit, de notre séminaire autour de la feuille de route académique des savoirs fondamentaux qui vous a été adressée. Enfin, pendant le troisième temps, nous reparlerons de la méthode, de la gouvernance, des outils qui nous permettront, elle radote, mais collectivement, de transformer et faire avancer l'école. Alors, le premier temps, sur l'école des droits et de devoirs, il y a les devoirs de l'institution. L'école des droits et de devoirs, ça commence par les devoirs de l'institution. Et l'institution se doit d'avoir une école toujours présente pour les élèves. C'est un devoir que nous avons vis-à-vis des familles que d'avoir effectivement un professeur devant chaque classe, et ça tout au long de l'année. C'est aussi un enjeu d'égalité. Les heures perdues sont souvent concentrées dans certains endroits, et on a là aussi un vrai sujet d'égalité. L'institution a sa part de responsabilité, puisque la moitié des absences des professeurs sont liées à des demandes institutionnelles, en particulier la formation, mais pas uniquement. Et donc on va devoir, nous engageons du côté de l'institution à travailler à moins solliciter les professeurs, quelle que soit la raison institutionnelle de la sollicitation, de moins les solliciter, voire progressivement presque plus les solliciter, pendant qu'ils sont face à leurs élèves. Donc ça va être un enjeu de travail collectif, pour le coup, important. Mais en tout cas, il restera toujours des absences, parce qu'il y a aussi les absences pour raisons personnelles, et puis on n'est pas encore tout à fait au point sur la formation hors temps face à face élèves. Et donc vous le savez, la priorité de la rentrée dans ce domaine, priorité du ministre, mais aussi priorité de la première ministre, et aussi priorité du président de la République, donc là, celui-là, on n'a pas de pression du tout, c'est d'assurer le remplacement de courte durée. On y reviendra. Alors, on a des moyens supplémentaires pour le faire. On a des moyens supplémentaires pour le faire cette année avec le pacte, et on y reviendra en début d'après-midi avec, je la vois pas, avec la secrétaire générale. Elle est là. Les devoirs de l'institution, c'est aussi la reconnaissance des personnels. Je crois que au niveau national, le ministre a été clair. Bon, il y a eu une revalorisation importante des personnels enseignants, CPE, une revalorisation historique. Enfin, je comprends pas comment on s'est fait avoir sur le fait qu'on n'a parlé que du pacte. Je parle de la revalorisation socle. Plus de 2 milliards d'euros. Et qui concerne tout le monde. Enfin, tous les enseignants, je sais que... Tous les enseignants, les CPE,
Il m'en manque. Elle est psy-EN, voilà. Excusez-moi. Je savais bien qu'il m'en manquait. Ce qui est quand même beaucoup de monde, hein, voilà. Donc, il faut vraiment que là-dessus, on arrive à contrecarrer la communication syndicale qui, contre le pacte, et on en reparlera, a occulté cet effort, encore une fois historique, de revalorisation socle pour tous. Ça, je vous demande de bien l'avoir en tête quand vous échangerez avec vos personnels, parce que c'est quand même entre 125 et 250 inconditionnels, hein, euros nets. Alors, 125 pour tout le monde, et évidemment, ça monte pour les débuts de carrière, puisque la prime d'attractivité a été présente. Je ne parle pas en plus d'augmentation du point d'indice, d'augmentation de la rémunération, enfin des remboursements des frais de transport et toutes ces choses. Il y a aussi, pour ceux qui disent oui, mais il y en a que pour les débuts de carrière. Un, c'est pas vrai, puisque SOC, c'est pour tout le monde sur l'augmentation de l'ISAE. Et deux, on augmente dès cette année, et ça va aller en croissant, les quotas de promus, à la fois à la hors classe et à la classe exceptionnelle. Donc pour ceux qui disent nous, on est dans ceux qui ne sommes pas encore promus et qui ne sommes pas en début de carrière, on est oublié. D'abord, c'est pas vrai, il y a 125 € pour tout le monde, et ensuite par mois, hein, net, et ensuite on augmente et on les augmentera encore les taux de promotion. Donc sur la valorisation, il faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et je vous demande de porter ce message. Évidemment, la reconnaissance des personnels ne passe pas que par la revalorisation salariale. Et je crois que le travail qu'on a dans l'académie entamé sur la feuille de route RH et en particulier sur les conditions de travail, puisque c'est vous que j'ai devant moi, mais évidemment on ne s'est pas occupé que des cadres, mais on a beaucoup travaillé ensemble sur les conditions de travail et de communication avec les cadres, et on continuera bien entendu avec vos idées à avancer. Alors, les devoirs de l'institution, mais aussi autorité et respect retrouvé. Et là, je vais m'asseoir un instant, hein, monsieur le directeur académique de la Drôme. Oui, madame la rectrice, donc effectivement une école, assis, lui, hein. Une école des droits et des devoirs, c'est une école au sein de laquelle le respect de l'autorité du professeur doit être un préalable absolu. Le travail que nous devons mener en ce sens doit évidemment très très fortement rechercher l'implication des familles. D'ailleurs, le Code de l'éducation, dans son article 1er, nous y invite. Quelle que soit l'origine sociale des familles, elles doivent être pleinement partie prenante du processus éducatif, et l'école doit travailler avec elles. Moi, j'ai coutume de revenir régulièrement à l'article 1er du Code de l'éducation, parce que je crois qu'il dit tout de notre ambition collective pour l'école. Donc, rechercher cette responsabilisation des familles dans un équilibre respectueux des droits et des devoirs de chacun pour construire la coéducation, c'est évidemment aussi mettre en place des initiatives nouvelles. J'étais hier dans un collège de l'éducation prioritaire où le principal m'expliquait que le collège sort de ses murs, va à la rencontre des familles, notamment chez les partenaires, au centre social, une fois, 2 fois, et progressivement fait venir les familles dans l'établissement. D'autres initiatives nombreuses existent, notamment celle qui consiste à impliquer les familles dans les activités éducatives, pédagogiques, comme par
par exemple la lecture, la mise en place d'actions autour des jeux de société. Et donc pour cela, évidemment, il faut que les familles aient la certitude que l'école va apporter à leurs enfants une modification de leur destin, une élévation, et que l'école permettra à chacun de connaître une vie meilleure que celle de leurs parents, parce que ce sont évidemment les familles qui sont les plus éloignées de l'école, qui ont le plus besoin de l'école. Donc je rappellerai aussi qu'il y a une ressource très riche, qui est celle de la mallette des parents, qui donne des pistes de partenariat à créer avec les acteurs sociaux, avec les associations, avec tous ceux qui gravitent autour de l'école et qui accompagnent les enfants en dehors du temps scolaire. Et puis, une école des droits et des devoirs, c'est aussi une école dans laquelle, lorsque un élève commet une infraction au règlement intérieur, c'est une école qui doit répondre par des punitions, voire des sanctions. Toutefois, là encore, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à la qualité éducative des sanctions, puisque la lecture du dernier rapport de la médiatrice de l'éducation nationale nous y invite fortement. Les mesures de sanctions qui sont prises, exclusion de cours, exclusion temporaire, mesures conservatoires d'interdiction d'accès à l'établissement, si elles sont évidemment justifiées, ne doivent pas contribuer à créer de l'éloignement ou voire même du décrochage scolaire. Donc c'est cette nécessité de toujours maintenir le lien avec les familles, y compris dans les processus disciplinaires, pour que les familles comprennent réellement la portée de l'action qui est menée et qui est légitime du fait de l'incartade commis par leur enfant, doit aussi nous préoccuper. Donc nous devons toujours, quelle que soit la situation, veiller à maintenir un lien très fort entre les familles, les élèves et l'école. C'est évidemment c'est notre première obligation. Merci. Il faut effectivement que l'école respecte l'autorité des parents, mais que les parents respectent l'autorité de l'école. Et je vous remercie de bien nous signaler les faits voilà, qui concerneraient, qui atteindraient à ce principe de base, les parents et les élèves, bien sûr, pour qu'on puisse vous accompagner. À un moment donné, il faut qu'on fasse bien la différence entre celui qui sait et celui qui apprend. Même si, évidemment, la relation pédagogique ne doit pas être descendante et autoritaire. Pour autant, c'est pas la même chose d'être celui qui sait et d'être celui qui apprend. Et il faut que les parents aient bien ça en tête. Donc tout ça doit se faire dans un cadre protecteur, c'est aussi un devoir et un droit des élèves et des personnels, un devoir de l'institution, un devoir des élèves, un droit des élèves et des personnels que de travailler dans un cadre serein, protecteur, sécurisant, qui est, on le sait, le préalable indispensable aux apprentissages. Alors avant d'aborder le climat scolaire, qui est au cœur de ce point-là, je voudrais dire un mot autour de la nécessité absolue de faire respecter dans l'école de la République la laïcité. On voit bien que l'école est de plus en plus attaquée sur ce sujet. La laïcité, c'est un devoir pour tous et un droit pour chacun. Et nous devons veiller à faire respecter la laïcité dans ce lieu, l'école, qui est consacré à la formation des citoyens éclairés et des esprits émancipés. Donc, tout refus d'enseignement, tout évitement,
je vais pas faire la liste, de piscine, machin, doit être signalé. Parce que là aussi, entre nous, il y a des droits et des devoirs. Notre devoir à nous, c'est d'être à vos côtés, de vous accompagner avec les équipes des valeurs de la République, avec toutes les formations qui se déploient maintenant, qui se généralisent. Mais on a besoin que vous nous alertiez, que vous nous signaliez, que vous nous demandiez de l'aide. C'est indispensable. Donc, nous, on sera auprès de vous, mais il faut que vous soyez très, très, très vigilants à signaler toutes les atteintes et demander aux enseignants de le faire, parce que parfois vous n'êtes pas au courant, les atteintes à la laïcité. Alors en particulier en cette rentrée, le ministre a fait une annonce qui a eu beaucoup d'échos politiques, une annonce très ferme et très attendue, d'interdire les abayas et les camis à l'école, c'est-à-dire d'interpréter la loi 2004 comme en considérant que les abayas, que ces vêtements sont un signe ostentatoire religieux. Évidemment, c'était très important qu'il y ait cette position politique. Je crois que pour vous, sur le terrain, c'est essentiel. Maintenant, il va falloir qu'on vous accompagne pour gérer le dialogue dans certains établissements en particulier où cette pratique se développait quand même de manière importante. On a identifié d'ailleurs collectivement des établissements qui étaient particulièrement concernés, dans lesquels on a déjà lancé un plan d'accompagnement. Mais compte tenu de cette nouvelle, nous allons déployer à la rentrée les équipes mobiles de sécurité dans ces établissements-là. Et je vous demande, pour ceux qui ne sont pas des établissements ciblés, si vous avez la moindre inquiétude, de nous solliciter là-dessus. Vous n'êtes pas tout seul. Je tiens vraiment à le dire. Voilà, donc au-delà du respect de la laïcité, plus généralement, Frédéric, monsieur le directeur académique, de la Haute-Savoie, je vous prie de continuer sur le climat scolaire et ils restent tous assis. Bon, d'accord. On peut se lever, si vous voulez, si vous le souhaitez. Madame la rectrice, oui, la laïcité est un des éléments. Ah oui, alors il faut vous regarder, mais en fait, on voit plus la salle. Nous, à nouveau. Tout à l'heure, on voyait un petit peu les gens. Maintenant, on les voit plus. Ah, ça y est, on les voit. Ce micro a un effet de puissance incroyable. En fait, on veut plus voir la salle. Arrêtez de jouer, Frédéric, arrêtez de jouer. Allez. Allez, on veut voir la salle à nouveau. La laïcité est un des éléments, évidemment, qui permet d'assurer un climat scolaire serein dans les établissements. Notre ministre a réaffirmé la nécessité de mettre en place, vous l'avez dit Madame la rectrice, un climat scolaire serein où le bien-être des élèves, où nos élèves sont heureux. Maintenant, tous ceux qui ont travaillé, vous avez tous travaillé ici sur le climat scolaire, on sait très bien que c'est quelque chose de systémique, que le climat scolaire, ce n'est pas un seul élément. Un des éléments fondamentaux du climat scolaire, c'est bien sûr les compétences psychosociales. L'Académie s'est engagée beaucoup dans cette formation des compétences psychosociales et va continuer à travailler autour de la relation entre les élèves, la relation des professeurs et de leurs élèves. D'ailleurs, la relation pédagogique est un des éléments fondamentaux. On a quand même notre dispositif apprenance dans l'Académie qui est excessivement riche et important. Beaucoup ici ont fait appel déjà à ces formations et on sait très bien que ça va nous permettre encore d'avancer dans ce climat scolaire. Le climat scolaire, c'est plein d'autres choses. C'est aussi la relation, la santé mentale. Le ministre nous a annoncé, pour que nos élèves aillent bien, un plan qui va être annoncé sur la santé mentale. Des espaces bien pensés. On voit que beaucoup de projets autour du CNR sont lancés sur le thème des espaces et donc
des espaces bien pensés, des lycées bien isolés, des collèges bien isolés, des écoles, etc. Tout un plan autour des espaces en réflexion a lieu et va continuer à se poursuivre. Et puis des élèves qui s'engagent. Vous avez aussi dans vos établissements des CVC, des CVL, des élèves qui s'engagent. On a notre conseil académique excessivement riche. Donc tout ça, ce sont des éléments. Mais un des points forts et une des priorités du gouvernement et du ministre, c'est bien sûr la lutte contre le harcèlement scolaire. Le programme phare va se poursuivre, va se développer et encore. Il faut que tous nos enseignants et que tout le monde soit formé au climat, à la lutte contre le harcèlement. Ça passe par les phases que vous connaissez tous, le repérage souvent, et c'est souvent les signaux faibles qui sont les plus difficiles à détecter, mais l'écoute de tous les élèves sans distinction, il faut les écouter. Et puis bien sûr les actions, agir, mettre en place le protocole, regard des mesures qui vont se mettre en place là en 2023, faire le suivi quotidien. Toutes ces actions-là sont complètement essentielles de façon à ce que on lutte contre le harcèlement scolaire. Tout le monde est concerné. On a tous 10 à 20% des élèves harcelés, même sans le savoir, même quand on entend que le climat scolaire est serein. Donc c'est vraiment un grand sujet. Le ministre a aussi annoncé, vous l'avez entendu, que ce ne sont plus les harceleurs qui doivent rester dans l'établissement et les harceler, bouger, mais que c'est l'inverse et que donc, si c'est nécessaire, on ira jusqu'à éventuellement, tout en continuant à travailler avec eux, travailler sur comment dire, cet aspect de mobilité et surtout aussi travailler sur le cyberharcèlement qui est un vrai sujet et donc avec éventuellement des sanctions qui peuvent être mises en place, y compris pour des gens qui cyberharcèlent dans d'autres établissements. Maintenant, le climat scolaire, c'est aussi l'accueil de tous les élèves, sans distinction, sans discrimination, n'est-ce pas mon cher Pascal? Et là, c'est un élément important aussi de l'amélioration du climat scolaire. Au sujet du harcèlement, enfin, c'est vraiment un sujet qu'on doit collectivement, alors excusez-moi, je radote, mais on est tous ensemble. Vous voyez, quand on regarde ce qui s'est passé avec le drame du décès et du suicide d'ailleurs de cette jeune Lindsay, le sujet c'est pas de savoir si c'est le principal qui a pas fait ce qu'il fallait, si c'est le conseiller EVS de la rectrice, si c'est le DAZEN, on est tous ensemble responsables dans ce cas-là, et c'est bien donc tous ensemble qu'on doit travailler. Vraiment, on doit être très 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 à l'écoute. À chaque fois qu'il y a un drame, ce qui remonte, que ce soit de l'établissement au DAZEN, du DAZEN au recteur, du recteur au ministre, c'est « Ah non, mais en fait, c'était pas du harcèlement. » Le gamin, il est mort, quoi, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, ça m'est complètement égal de savoir si, au départ, c'était du harcèlement ou pas. Je veux dire, il y a un gamin qui va mal. Et donc, cette histoire de qualification de harcèlement, c'est pas notre boulot. C'est le boulot du juge. En revanche, un enfant qui souffre, que ce soit du harcèlement ou pas, des parents qui nous alertent sur l'enfant qui souffre, on passe pas 2 heures à savoir si c'est du harcèlement ou pas du harcèlement. D'ailleurs, on doit signaler, même s'il y a juste suspicion, on s'en occupe. Voilà, je voudrais vraiment insister là-dessus. La qualification du harcèlement, c'est pas notre métier. Le bien-être des élèves au sein de l'école. Et puis effectivement avec le cyberharcèlement, le fait que vous puissiez maintenant, mais on en reparlera cet après-midi, sanctionner un élève qui n'est pas de votre établissement, enfin qui n'a pas harcelé dans votre établissement, enfin bref. Mais voilà, je voulais juste insister là-dessus. Excusez-moi, je me tais. Ces souffrances des élèves dont vous venez de parler, Madame la rectrice, et qui ont été également évoquées par mon collègue, sont évidemment aussi très liées aux différentes
forme de discrimination. Et notre premier devoir, c'est évidemment de faire de l'école un espace qui soit un espace protecteur, sécurisant et épanouissement pour tous les élèves. Donc d'où la nécessité pour nous de sensibiliser les élèves tout au long de leur scolarité au respect de la différence et de construire une véritable culture de l'égalité autour, alors évidemment des principaux thèmes qui sont ceux qui reviennent le plus souvent, l'égalité entre les filles et les garçons par la lutte contre les stéréotypes de genre. Alors on le voit à travers l'occupation de la cour de récréation, on le voit à travers la prise de parole en classe, on le voit à travers les choix d'orientation qui appellent encore beaucoup de travail de notre part. La lutte évidemment contre les LGBT-phobies qui doit nous mobiliser de plus en plus. À ce propos, je rappelle que le 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies et que ça peut donner lieu à un projet éducatif, pédagogique mené au sein des établissements. Et puis évidemment, la lutte contre toute forme de racisme, d'antisémitisme ou de discrimination liée à l'origine. Alors, notre devoir, c'est évidemment d'être des lecteurs attentifs du comportement des élèves, d'être attentifs aux signaux faibles, de repérer les élèves qui peuvent être victimes, qui peuvent être en souffrance, et de les accompagner, là aussi bien évidemment en impliquant les familles. Alors je ne vais pas rappeler les nombreuses ressources que l'on trouve sur Eduscol, sur Canopé, mais peut-être une ressource moins connue qui est la ressource de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et ce qui est peut-être très intéressant, c'est que l'ancienne déléguée interministérielle est devenue la nouvelle préfète de l'Ardèche, et peut-être que nous tirerions profit à solliciter son expertise pour étayer nos politiques en la matière. Bien évidemment, la visite des lieux de mémoire constitue une action pédagogique essentielle. La participation à des concours, alors je pense singulièrement au concours national, le CNRD, un concours national de la résistance et de la déportation, qui a besoin en plus d'avoir plus de candidats, d'être un petit peu revivifié. Je pense bien évidemment aussi à la mobilisation du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle. Et je sais que notre nouvelle DAC sera évidemment très mobilisée pour vous accompagner dans les différentes politiques que vous mettrez en œuvre pour impliquer et faire vivre les valeurs de la République par tous les élèves. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Donc, je prends la suite de Pascal. Un cadre protecteur, évidemment, qui trouve son pendant dans le bien-être de l'élève. Donc, on a un certain nombre d'orientations nationales à mettre en œuvre en la matière. D'abord et surtout des politiques sportives. On a besoin d'avoir des têtes bien faites dans un corps sain. De toute évidence, on a un système éducatif français où nous ne faisons pas suffisamment de sport, où nos élèves ne bougent pas suffisamment. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview de Stéphane Diagana dans le cadre des mondiaux d'athlétisme, mais en 4-5 minutes, il disait à peu près tout ce qu'on doit faire. Donc en termes de dispositifs, et je vais les citer très rapidement, vous dire surtout qu'on est à vos côtés et que ce soit au niveau départemental ou académique, on doit vous accompagner et on doit pouvoir vous proposer un certain nombre de choses. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles, c'est pas une option, c'est pas une variable d'ajustement, c'est une nécessité absolue, tant en termes éducatifs d'ailleurs qu'en termes de santé publique. 77% des répondants à l'enquête nationale ont exprimé le fait que dans les écoles, ils n'avaient pas bénéficié d'accompagnement. Il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut que les directeurs d'école et les professeurs des écoles se sentent accompagnés sur ce dispositif. Comme le dispositif 2 heures de sport de plus dans les collèges, il n'y a que des avantages à s'inscrire résolument dans ces orientations. On aura des bénéfices en termes de santé, on aura des bénéfices en termes de concentration, de vie de classe, mais aussi d'apprentissage en termes de capacité cognitive. Et tout simplement, mettons en œuvre ces dispositifs de la façon la plus simple possible. Évidemment, ces deux dispositifs, 2 heures de sport en collège et les 30 minutes en école, doivent s'inscrire dans une complémentarité avec ce qui est fait au niveau de l'EPS, ce qui est fait au niveau de l'UNSS et ce qui est fait au niveau de l'UCEP. Le Covid a fait beaucoup de mal à la fois aux UNSS
et à l'UCEP. Donc collectivement, il faut qu'on arrive à relancer les choses. Ce matin, j'avais plaisir à discuter avec des IAIPR EPS. Ils sont à la manœuvre, ils sont très présents dans l'académie, également à votre disposition. Le bien-être des élèves, ça passe également par la culture. Vous connaissez les enjeux du pass culture, vous connaissez le cadre. Un constat, on est encore plus mauvais dans l'académie qu'au niveau national, puisqu'en termes de crédit consommé, on est qu'à 35%, là où le national est à 50%. Donc là encore, à votre disposition, à votre service, pour qu'en termes de politique culturelle, au plus près évidemment des collectivités locales, on puisse avancer sur ce sujet. Le bien-être des élèves, c'est aussi la promotion d'une société de l'engagement. Donc merci pour tout ce que vous faites en termes d'éducation au développement durable avec la labellisation de nombreuses écoles et de nombreux établissements dans l'académie. C'est aussi l'enseignement moral et civique pour qu'on puisse travailler là aussi les valeurs de la République, qu'on crée du débat, qu'on débatte de l'actualité avec nos élèves. C'est aussi l'éducation aux médias et à l'information où dans la société actuelle, il est primordial que l'école éduque nos élèves avec l'ensemble de ses outils. Bien-être de l'élève, politique de l'engagement, SNU, donc c'est un acronyme qui fait souvent très plaisir aux proviseurs. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait depuis 2 ans sur la première vague du SNU avec une entrée individuelle, l'inscription des élèves, la promotion du SNU avec des séjours qui se sont globalement très bien passés dans les différents départements et au niveau national. Aujourd'hui, on rentre dans une deuxième phase du déploiement. Le maintien de tout ce qu'on a fait ces derniers mois et des lycées engagés, des classes engagées, où on verra l'émergence d'un collectif qui s'inscrit sur les séjours SNU. Quand je parle de collectif, c'est bien une classe. Donc les principes sont les mêmes qu'avec l'entrée individuelle, le volontariat, mais sur le champ collectif, ce sera des séjours sur temps scolaire, un séjour rattaché à un projet éducatif, à un projet pédagogique défini dans l'établissement et qui s'inscrit dans le cadre global du séjour. Cohésion, valeur, engagement restent les marqueurs de ces séjours à venir. Nous avons un appel à projet. Vous avez reçu un appel à projet avec une réponse attendue d'ici le 20 octobre. Et courant septembre, dans chacun des départements, on réunira l'ensemble des proviseurs concernés pour présenter le dispositif, pour discuter avec vous et pour voir comment on peut vous aider en termes de politique d'établissement pour vous inscrire pleinement sur cette orientation nationale. Frédéric ? Sans transition donc. Une autre priorité du président de la République, d'ailleurs, qui avait été annoncée lors de la conférence du handicap, qui s'est tenue le 26 avril, c'est l'école inclusive. C'est un sujet excessivement important. L'Académie de Grenoble s'est résolument engagée dans l'école inclusive. Elle accueille près de 25 000 élèves en 2023. Chaque élève a un accompagnement. Et c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes très actifs dans vos établissements pour faire en sorte qu'ils soient bien accueillis. Et donc leur accompagnement globalement s'améliore et tous ces élèves bénéficient d'un plan qui correspond à leurs besoins. C'est ça aussi l'école des droits et des devoirs. Madame la rectrice, on l'a rappelé plusieurs fois, l'école des droits et des devoirs, c'est aussi l'école inclusive. Au regard de cet engagement, un comité de pilotage a été créé. Vous avez souhaité créer un comité de pilotage qui a retenu 4 grands thèmes. Je vais les citer très rapidement. Le pilotage des PIAL, on a 111 PIAL dans le département, donc c'est dans l'académie, donc c'est un véritable enjeu, ce pilotage des PIAL, et on sait combien aussi là vous êtes très actifs et engagés. Le travail collaboratif avec les AESH, on a quand même près de 6000 AESH maintenant dans notre académie, 6800, et donc ça veut dire que on doit évidemment travailler et leur proposer des guides, des formations et voir comment est-ce que ils travaillent dans les classes. C'est un grand sujet. L'accompagnement des enseignants en classe ordinaire. C'est-à-dire que l'école inclusive passe d'abord par l'inclusion des élèves en classe ordinaire et la manière dont les enseignants peuvent prendre en compte leurs besoins, mais aussi gérer la classe d'une manière globale. Là, il y a des vrais besoins de formation et on va beaucoup travailler sur ce point. Et puis enfin, l'accompagnement des élèves qui souffrent de troubles spécifiques de l'apprentissage et du langage. On a commencé à le lancer partiellement, mais ça va prendre beaucoup d'ampleur cette année, un plan 10
c'est-à-dire que de façon à ce que ces élèves qui sont autour de 6 à 8% dans les classes puissent être mieux repérés, mieux diagnostiqués, mieux accompagnés, et donc là aussi des plans de formation vont avoir lieu. Voilà, nous aurons l'occasion d'approfondir tous ces thèmes de l'école inclusive lors d'un séminaire qui aura lieu après les vacances de la Toussaint, et donc bien sûr il y a aussi d'autres thèmes comme nos dispositifs autour de l'autisme qui sont en train de se mettre en place aussi, et donc nous aurons l'occasion de nous retrouver dans le cadre donc de un grand séminaire. Il faut accueillir tous les enfants, on ne doit laisser personne au bord du chemin, c'est excessivement important. Madame la rectrice. Merci. Donc on passe au point 2. On est très en retard. C'est en fait plus long quand on parle à plusieurs, mais c'est plus vivant peut-être, j'espère. Donc le deuxième point, c'est le cœur de notre mission. Hein, c'est élever le niveau des élèves et lutter contre les inégalités. Donc j'ai eu l'occasion de vous le dire, je le répète, malgré nos résultats meilleurs que la moyenne nationale, et ben cet objectif connaît une résonance particulière dans notre académie, où les publics fragiles, on a finalement par rapport à notre taille très peu d'éducation prioritaire, hein, c'est parce qu'en moyenne on a des IPS plus élevés, et donc dans notre académie, les élèves fragiles sont plus qu'ailleurs distribués, si j'ose dire, dans l'ensemble des établissements et presque invisibles parfois. C'est pour ça que c'est un enjeu très très différent. Évidemment, il faut qu'on se focalise sur les collèges, les territoires qui concentrent des populations fragiles socialement, mais on ne peut pas ne faire que cela. Et c'est pour ça que notre ambition est d'identifier et d'essaimer partout des pratiques pédagogiques efficaces et équitables. Ça va être un peu le refrain de notre séminaire, c'est le cœur de notre feuille de route des savoirs fondamentaux, et c'est le cœur de notre séminaire aujourd'hui. Mais quand même quelques points de rentrée un peu plus précis sur le sujet. Monsieur le directeur académique de l'Isère, cher Patrice. Merci Madame la rectrice. Alors effectivement, cette dimension pédagogique est essentielle. Vous avez parlé de sens, de cohérence, et là effectivement, ça prend tout ce sens que nous devons porter dans nos écoles et nos établissements scolaires. Alors, cette dimension pédagogique, bien sûr, s'inscrit dans la feuille de route académique, de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc, je vais très rapidement faire le parcours de l'élève. Le plan maternel est en cours dans notre académie. Le travail est bien amorcé. Un séminaire a eu lieu l'année dernière. Le travail académique va se poursuivre. On vous demande de porter les derniers documents pédagogiques qui ont été publiés, notamment à travers la construction du nombre en maternelle. Et puis tout le travail qui est fait, bien sûr, sur la classe de CP, CE1, avec le dédoublement et le plafonnement. Là encore, un travail très conséquent a été fait dans les écoles. Je remercie les inspecteurs qui ont suivi les dispositifs de manière très précise, mais on a encore un effort à faire, en tout cas une attention à porter sur les évolutions pédagogiques dans ce domaine. Ce travail, bien sûr, se poursuit à travers les évaluations nationales. Et comme vous le savez, un travail est en cours sur le cycle 3, parce que on remarque une évolution des acquis des élèves positive en CP, CE1, et puis ensuite une légère inflexion sur le cycle 3. Et donc, les évaluations nationales, notamment en CM1, doivent nous permettre d'identifier les besoins des élèves et d'y remédier le plus rapidement possible. On aura la même chose, bien sûr, en quatrième sur les nouvelles évaluations. Ce travail d'analyse sur les évaluations permet de répondre plus particulièrement aux besoins des élèves à travers les aides qui vont se densifier au niveau de l'école, notamment à travers le pacte sur les élèves d'âge élémentaire, mais également sur les stages de remise à niveau qui vont se développer davantage, notamment aussi grâce au pacte. Au niveau du collège, nous avons la nouvelle classe de 6e,
Et là encore, un travail d'attention est nécessaire parce que cette heure de soutien et d'approfondissement, ce n'est pas la 26e heure, c'est pas, comme le disait le DGESCO, la cerise sur le gâteau, mais c'est bien un travail d'attention qu'on doit avoir et d'analyse pour pouvoir justement faire reculer la difficulté scolaire et apporter tout ce que l'on doit aux élèves. Bien sûr, cette classe de 6e voit l'obligation de mettre en place le dispositif devoir fait et le proposer donc à tous les élèves de 6e. Et là encore, c'est un moment important pour pouvoir réfléchir collectivement à ce qu'est le apprendre à apprendre, ce que toute la question de la méthodologie de la question de l'apprentissage. C'est aussi l'occasion de travailler en équipe, en interne, bien sûr, des collèges, mais aussi avec les professeurs des écoles qui viendront apporter leur concours à l'heure de soutien et d'approfondissement. On a parlé d'égalité des chances. C'est essentiel dans notre académie. Le CAREC, qui est ici présent, est à votre disposition pour pouvoir vous aider à mettre en place l'ensemble des dispositifs. Peut-être simplement dire que Madame la rectrice a souhaité qu'on expérimente cette année un professeur des écoles, qu'on appelle professeur des écoles objectif 6e, dans les 4 REP+ de l'académie. Donc c'est un enseignant qui est mis à disposition du réseau d'éducation prioritaire renforcée pour permettre d'accompagner mieux les élèves de 6e. En début d'année scolaire, il sera basé principalement en collège pour justement accompagner ces élèves. Et puis progressivement, peut-être en avril, mai, juin, plutôt dans les écoles du secteur, les écoles donc auprès des élèves de CM2, les futurs 6e, pour avoir une progression plus fluide au collège. Cet accompagnement est important, notamment dans l'ouverture des collèges de 8h à 18h. On a déjà une belle liste de collèges, de cités éducatives ou d'éducation prioritaire qui s'engagent dans ce dispositif. C'est aussi l'occasion d'accompagner les élèves de manière plus dense. Concernant le lycée, vous avez entendu les nouvelles orientations sur le baccalauréat et la préparation au baccalauréat. C'est notamment l'1h30 de mathématiques pour tous les élèves de première qui n'auraient pas pris l'enseignement de spécialité. C'est aussi le déplacement des épreuves d'enseignement de spécialité au mois de juin. L'idée, bien sûr, c'est de maintenir les élèves le plus possible dans nos établissements scolaires. J'ai l'occasion de le dire, hein, l'école de la République ne profite aux élèves que s'ils la fréquentent. Et donc, on doit aussi favoriser cette fréquentation par le RCD, mais aussi par ce déplacement des épreuves de spécialité au mois de juin. Vous l'avez entendu, c'est aussi la réduction de l'épreuve du grand oral en enlevant les 5 minutes dédiées à l'orientation, et puis la réduction aussi du nombre de textes présentés à l'oral sur l'épreuve anticipée de français en première. En tout cas, on voit bien un ensemble de mesures pédagogique qui permet justement de prendre en charge les élèves de manière plus intensive pour pouvoir justement réduire le décrochage et insister sur l'ambition des élèves. Alors il y a un sujet essentiel sur lequel, je vous rassure, je ne fais pas l'impasse parce que je crois que c'est le sujet qui me passionne le plus. C'est la réforme de la voie professionnelle. Je ne fais pas l'impasse, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui ici, parce que je souhaite que, comme nous l'avions fait pour... D'abord, on avait déjà organisé un séminaire Voie Pro précédemment, mais surtout parce que je souhaite que, comme nous l'avions fait pour la voie technologique, nous organisions très vite 3 séminaires, un Haute-Savoie, un Drôme-Ardèche et un pour l'Isère, parce que je voudrais réunir les proviseurs, mais avec les principaux,
parce que ce sujet de la réforme de la voie professionnelle n'est pas juste un sujet qui concerne les proviseurs, bien entendu, ou les lycées professionnels eux-mêmes. Il y a tout le sujet de l'orientation, de la découverte des métiers, de l'accompagnement des élèves au collège vers cette voie qui doit être évidemment une voie qui a sa légitimité et son prestige comme il se doit. Donc évidemment, je voudrais, on va juste peut-être cet après-midi par rapport à un sujet de rentrée qui vous préoccupe dans l'urgence, vous parlez de là où on en est, et je vous remercie pour le travail qui a été fait à la fois en amont par les services et ensuite par vous sur le terrain, le recrutement des responsables des bureaux des entreprises. Mais sur cette réforme, il faut vraiment qu'on travaille au plus près avec vous, avec les inspecteurs qui seront absolument disponibles et disposés bien sûr à vous accompagner vos équipes au-delà du pacte dont on parlera aussi, qui est quand même un sujet très important dans la voie professionnelle, mais pour revenir sur les fondamentaux, pour voir aussi comment on repense la pédagogie. Il y a toutes les mesures que je développe pas ici, mais pour m'inscrire dans les fondamentaux, avec les groupes réduits en maths et en français, avec des options qui sont, et ça doit se travailler avec les inspecteurs. Voilà. Donc vous me pardonnerez, je ne considère pas que c'est pas un sujet important, c'est un sujet extrêmement important. D'ailleurs, les ministres réunissent les proviseurs vendredi pour en parler, et donc très vite on aura ce travail un peu plus proche du terrain et en lien surtout entre les principaux et les proviseurs de la voie pro. Donc après sur la méthode, vous le savez, on essaye de changer un petit peu la méthode de travail dans notre ministère, et le ministre s'est inscrit encore plus fortement dans cette démarche de proximité, de simplicité, de confiance et d'audace. Je reprends ces mots. Et donc, je continuerai, moi et nous tous, à travailler en faisant confiance aux équipes et en leur donnant les moyens et l'accompagnement nécessaire pour mettre en œuvre leurs projets. Alors on a depuis l'année dernière et renforcé cette année avec le pacte des nouveaux outils. Le CNR, dont j'ai dit un mot en introduction. Il faut que vous vous empariez de cette possibilité, notre école faisant-la ensemble, pour construire autour de votre projet d'établissement, suite aux évaluations, des projets transformants, ambitieux. C'est déjà le cas, et d'ailleurs au fur et à mesure des commissions, c'est de plus en plus ambitieux, et je vous en remercie. Et ça s'articule en fait tout à fait avec le pacte, qui est aussi c'est pas une rémunération supplémentaire, c'est une reconnaissance de la mobilisation générale des professeurs pour les élèves, et une meilleure reconnaissance. C'est comme ça que je le vois. Et donc le pacte articulé avec le CNR vous donne un élan dans votre autonomie, dans la gestion de vos projets, dont il faut absolument que vous vous empariez, sachant qu'évidemment, nous sommes là, à tous les niveaux, pour vous accompagner, guider, vous mettre en lien avec la recherche, vous mettre en lien avec les uns avec les autres aussi, parce que ce qui est très intéressant dans la commission FIP, c'est de voir des projets qui ne sont pas les mêmes, mais qui se ressemblent et qui donnent envie de mettre en réseau tous ces gens qui
qui ont comme ça des idées fortes, innovantes, sachant que je l'ai dit et que je le redis, hein, l'innovation c'est pas forcément une révolution, c'est faire autrement. Et à chaque niveau, dans chaque établissement, on innove quand on change les pratiques et qu'on porte une ambition plus grande. Mais monsieur le directeur académique de la Savoie va continuer là-dessus, hein, sur la méthode. Une méthode donc en proximité, simplicité et confiance. L'idée, c'est comment ensemble on fait vivre le triptyque dans l'académie: autonomie, confiance, responsabilité. Vous devez être le plus autonome possible parce qu'on vous fait confiance, et on vous fait confiance parce que vous êtes responsable. Donc comment vous aider à travailler l'effet établissement qui constitue l'élément majeur du parcours de l'élève. Tout à l'heure, Madame la rectrice évoquait les résultats dans l'académie. Ils sont bons, ils sont très bons. Après, en termes de devenir des élèves, c'est beaucoup plus nuancé et l'effet établissement produit de grands écarts. Singulièrement entre le collège et le lycée, comment dès la 5e on prépare des cohortes pour les lycées professionnels, où on voit bien toute la fragilité du public que l'on a aujourd'hui, et comment, dès le collège, on prépare des élèves avec un profil bac techno, mais un vrai profil bac techno. À travers ça, on rediscutera en département des orientations en STMG. Donc l'effet établissement est vraiment déterminant. Comment, nous, on peut vous aider à conforter le fonctionnement des conseils d'administration, à dynamiser la mise en œuvre des politiques éducatives et pédagogiques. Là encore, on a l'évaluation qui est bien mise en place avec un investissement des uns et des autres dans ce processus qui est assez remarquable. On a l'écriture du projet d'établissement, on a l'écriture du contrat d'objectif. Autour, évidemment, des 4 éléments structurants qui font la scolarité des élèves et que je ne reprendrai pas ici. Donc, un travail à conduire ensemble, avec méthode. Si je dis un mot sur les contrats d'objectifs, quand on vous reçoit en DSDEN pour travailler votre contrat d'objectif avec vos équipes, c'est évidemment un moment très enrichissant. Et quand on prend le temps d'aller signer les contrats d'objectifs devant vos conseils d'administration à vos côtés, c'est aussi des temps très importants. En tout cas, on vous remercie collectivement pour ces temps d'échange, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut nous dire les choses telles qu'elles sont et que les DSDEN, parce que c'est leur vocation première, soient vraiment aux côtés des établissements, dans les établissements, et qu'on soit en plein soutien de votre action quotidienne. Donc une question de méthode à affermir ensemble cette année. Merci. Donc sur la méthode, c'est dans cette gouvernance que je vous ai déjà présentée que nous souhaitons travailler, cette gouvernance collective et partagée et intercatégorielle. C'est la pédagogie, c'est de répéter. Hein, donc, et je passe la parole au directeur académique de l'Ardèche. Cher Thierry, merci. Merci Madame la rectrice. Bonjour à toutes et tous. Très heureux de rejoindre, puisque je suis le dernier arrivé, l'équipe académique, pour vous présenter et exposer quelques instants avec vous effectivement la méthodologie de gouvernance que nous avons déjà évoquée pour certains d'entre vous, en tout cas à l'occasion d'un séminaire spécifiquement dédié à la mise en place des réseaux. Nous entrons, vous l'avez compris, dans une année particulièrement sportive, à tout point de vue, bien entendu, avec un certain nombre de sujets qui vont nous animer, qui vont occuper beaucoup de notre temps, effectivement, avec des objectifs, avec de la méthodologie, avec des actions que nous aurons à mettre en œuvre. J'y reviendrai un petit peu plus après, bien entendu, mais avec un objectif, c'est un peu une image, bien sûr, qui est la réussite. Pour nous, la réussite des élèves. Pour d'autres, ça sera la réussite des athlètes. Il y a des méthodes différentes, il y a des approches différentes qui peuvent être employées dans nos circonscriptions, dans nos établissements. On peut arriver à travailler seul. On sait faire. On est tous des cadres. On a la notion de responsabilité. On est en capacité d'activer un certain nombre de leviers. Et puis, on peut aussi travailler en collectif. On peut travailler avec nos équipes, bien entendu. Vous avez l'habitude dans vos circonscriptions avec les conseillers pédagogiques. Vous avez l'habitude dans les collèges et dans les lycées avec vos équipes de direction, avec évidemment les conseils d'enseignement, les conseils pédagogiques. On a déjà des dispositifs qui nous conduisent à travailler tous ensemble, à se serrer les coudes, à partager, à mutualiser, bien entendu, à échanger, parce que nous pensons que
travailler seul, c'est difficile. Porter une responsabilité seule, c'est complexe. Par contre, eh bien, travailler en collectif, ça nécessite peut-être un petit peu plus de temps, un autre investissement. Ça nécessite de se dévoiler, parfois aussi, mais ça a le gros avantage de pouvoir mutualiser. Et c'est le choix de Madame la rectrice dans l'Académie de Grenoble, de prendre un peu l'image de l'Académie voisine d'Aix-Marseille qui avait déjà initié un dispositif d'organisation en réseau, sous un format un peu différent. Nous l'avons d'ailleurs évoqué là aussi séminaire, j'ai déjà trop parlé, on coupe le micro, à l'occasion du dernier séminaire, et donc de mailler le territoire vaste de l'Académie de Grenoble, en 35 réseaux. Ces réseaux, ils sont de tailles différentes, ils sont tous de configuration identique. Le choix a été de réunir à l'intérieur de ces réseaux le premier et le second degré, de travailler ensemble et de confier à un trinôme, là aussi avec toute la symbolique qu'il y a derrière, bien sûr un IUN, bien sûr un personnel de direction, mais aussi un inspecteur du second degré, qu'il soit IUN, TEG ou bien IAIPR, le soin d'animer cette organisation territoriale. Quel en est l'objectif? Quel en est le but? Je le disais tout à l'heure, c'est la réussite des élèves. Ça doit tous nous animer, bien entendu. Alors on a de belles réussites dans chacune de nos écoles, dans chacun de nos collèges, dans chacun de nos lycées. Les résultats de l'Académie de Grenoble sont globalement bons, mais ça masque aussi, et nous le disions tout à l'heure, quelques difficultés localisées, conjoncturelles parfois, temporelles, et éventuellement, que ça soit à travers les évaluations, que ça soit à travers les résultats aux examens, bien sûr. Alors on peut aussi faire cette analyse seul, dans son établissement, dans sa circonscription, dans son école, et puis on peut partager aussi son questionnement. Pourquoi est-ce qu'influence sur un territoire, sur un secteur, nos élèves réussissent moins bien? Pourquoi au niveau des mathématiques, quand on arrive aux épreuves du DNB, eh bien il y a un point de faiblesse quelque part? Eh bien ça, on peut encore une fois essayer de le partager ensemble. C'est l'exercice que nous vous proposons à travers l'organisation des réseaux dans l'Académie de Grenoble, encore une fois pas seul, parce que ça ouvre la perspective, bien sûr, d'avoir des temps de formation, et les formations territoriales sont là pour répondre à vos interrogations, pour accompagner vos équipes, pour bien entendu participer à une meilleure réussite des élèves, et un grand merci à toutes les équipes académiques et à l'école académique de la formation, avec tous les corps d'inspection qui se mobilisent et qui ont déjà démontré dans un temps record au printemps dernier leur capacité à vous accompagner sur la mise en place de la nouvelle 6e, et qu'ils en soient remerciés. C'est sur cette base-là que nous vous proposons effectivement que ces réseaux soient un peu le cœur de notre action, le cœur de notre travail, le cœur de notre organisation pour l'année à venir. Il y aura des petits changements, bien sûr, à la tête des réseaux dans les trinômes, compte tenu des mobilités des uns et des autres. Merci à Nicolas Caudron qui m'accompagne sur cette animation et qui est déjà à l'œuvre, je sais, pour que nous puissions très très vite afficher l'organisation de ces réseaux et vous permettre très vite de vous emparer de tous ces sujets dont nous venons de parler, autour de l'inclusion, autour du harcèlement, autour de la carte des formations qu'il va falloir bien entendu faire évoluer, sur laquelle nous allons réfléchir, autour du CNR. De merveilleux projets ont été déposés effectivement au niveau académique, sont largement financés, faisons partie des académies qui sont bien en avance sur le sujet, mais beaucoup de projets d'école ou de projets d'établissement. Peu de projets inter-établissements, peu de projets interdegrés à ce stade-là. Ce n'est pas un reproche, c'est simplement le fait que nous pouvons travailler aussi dans cet esprit-là. Bien entendu, c'est quelque chose d'important. Donc, partageons, travaillons ensemble, construisons ensemble à travers les réseaux. Ce n'est pas un modèle unique. Il y a d'autres organisations territoriales dont nous pouvons nous inspirer aujourd'hui, qui existent et qui nous conduisent à travailler en collectif. Vous les connaissez. Vous avez les réseaux d'éducation prioritaire, bien sûr, dans lesquels un certain nombre d'entre vous sont engagés. Plus récemment, et Patrice le disait, les cités éducatives aussi sont des dispositifs évidemment avec des leviers qui mobilisent plusieurs acteurs, qui mobilisent des moyens conséquents. Et puis, il y a un nouveau dispositif qui va arriver dans l'Académie de Grenoble dans quelques jours, dans quelques semaines, que certains d'entre vous vont connaître, bien sûr, parce qu'ils seront particulièrement concernés. Ce sont les territoires éducatifs ruraux.
La Première ministre l'a annoncé à l'occasion d'un déplacement au printemps dans la Nièvre. C'est un dispositif qui a vocation à se substituer progressivement aux conventions départementales ruralité qui pouvaient exister, avec l'idée d'être au plus près du terrain, au plus près des acteurs, à engager encore davantage nos partenaires, les élus en particulier, les collectivités, les associations bien sûr. Nous parlions culture, nous parlions sport tout à l'heure. Comment peut-on ensemble travailler pour mobiliser sur un territoire l'ensemble de ces acteurs? Ce seront les challenges que nous releverons à travers les 2 territoires éducatifs ruraux que chaque département aura dans quelques jours. Voilà, autant d'objectifs, autant d'actions que nous pouvons mettre en place, que nous souhaitons partager avec vous, encore une fois, dans cette méthodologie de travail qui, avant tout, met en avant le collectif.